Bienvenue à tous. Merci d'être là, d'être venus. Autant merci aux intervenants, merci aux participants. Vous êtes déplacés pour ce colloque qui porte sur un sujet important, mais aussi actuel, et qui va susciter évidemment un certain nombre de réflexions. Peut-être, je laisse tout de suite la parole à Paul, qui nous accueille en ces lieux. Bonjour, donc je travaille pour le FRAC, c'est moi qui suis chargé des projets qu'on mène avec tous les publics du champ social, du champ médico-social, du soin, les publics incarcérés aussi, et les publics du handicap. Et donc on a déjà mené depuis 2 ans déjà un travail avec la chaire de médecine narrative, dans l'objectif de pouvoir nous aussi réfléchir à cette question-là de la médecine narrative dans des établissements culturels. Donc, on a eu le colloque et puis là on est sur le projet Hôpital Sensible. L'idée, en tout cas pour moi et pour le FRAC, c'est de pouvoir continuer à travailler avec des établissements du soin et de pouvoir vous accompagner aussi sur vos pratiques professionnelles et puis vous présenter aussi nous le travail que nous avons avec les artistes et cette approche un peu particulière qui est l'approche de la médiation dans un établissement culturel. Juste évoquer l'exposition qui est présentée juste en ce moment, ça donnera peut-être des idées. Ouais, en ce moment en plus on a une exposition qui, pour vous dire, on a 4 hôpitaux de jour qui vont venir travailler sur l'exposition parce que le sujet leur parle. On a une exposition d'une artiste suisse qui s'appelle Émilie Parando et l'exposition s'appelle Parler avec elle. Donc elle parle de elle, parler avec les œuvres, mais elle nous invite aussi nous à parler avec les œuvres. Et des œuvres qui sont un peu spéciales parce que c'est pas des toiles qui sont des Beaux-Arts, c'est des œuvres que nous on appelle à protocole. C'est-à-dire que c'est des œuvres qui n'existent pas ou qui ne peuvent pas exister si on ne respecte pas un certain protocole. Donc, nous, on voit le protocole artistique, mais les hôpitaux de jour qui viennent et les lieux de soins, on voit aussi le protocole thérapeutique. Et donc on travaille sur cette opposition, mais qui n'est pas vraiment une opposition, mais qui permet aussi de changer notre point de vue sur cette question-là, de protocole, qu'est-ce qu'il implique, qui il implique, comment, quand, à différents moment de la vie de l'œuvre d'art, mais aussi de la vie du visiteur et de la listeuse. C'était super, Je le souligne d'autant plus parce qu'on a fait hier un atelier de médecine narrative dans le contexte de l'exposition et on a travaillé cette question du protocole dans le cadre de l'œuvre à protocole et on l'a déplacé un peu pour travailler la question du protocole à l'hôpital évidemment, avec un groupe de soignants. Donc c'était très intéressant et je remercie Paul parce qu'on a fait une belle séance à 2 voix et c'était super. À 4 voix puisqu'il y avait Olivia et Myriam qui étaient là aussi. Donc mille merci Paul de nous accueillir. Donc le FRAC MECA nous accueille dans ce bâtiment qui est quand même assez incroyable. On remercie aussi l'unité de recherche plurielle de l'Université de Bordeaux-Montagne et la Maison des Sciences de l'Homme de Bordeaux qui nous accompagne aussi dans ce projet. Peut-être quelques mots d'introduction. Véronique Abelous, je m'occupe du service de soins palliatifs sur le CHU de Bordeaux et je voulais en premier vraiment beaucoup remercier Isabelle Galichon, qui a mis en place cette chaire de médecine narrative sur le CHU et qui m'a conviée à co-organiser ce colloque qu'elle a essentiellement organisé. Donc elle m'a invité à être dans ce beau projet. Donc c'est un thème, effectivement, la temporalité et la fin de vie qui est extrêmement important, puisque l'on sait précisément que la façon dont on soigne une personne, je vais citer une grande phrase parce qu'elle me plaît beaucoup, que la médecine palliative, Paul Ricoeur dit que c'est une médecine qui soigne sans guérir, une condition d'existence en détresse. Donc il y a toute cette question de la détresse, la possibilité à dire, donc le récit est très important à partir du moment où il y a les outils de la littérature, je ne suis pas du tout littéraire, qui permettent finalement de dire des choses qui sont indicibles. Et cette temporalité en soins palliatifs, ça sera l'occasion des conférences et des tables rondes. On sait, toutes les personnes qui pratiquent, puisqu'on a 2 kinésithérapeutes dans la salle qui ont travaillé dans notre service, on sait que la temporalité est extrêmement lente. Je connais, donc avec Isabelle, on disait que les collègues lui confiaient, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous voyez un patient? Parce qu'il y a cette temporalité qui est extrêmement longue dans un monde que l'on connaît, qui va de plus en plus vite avec les nouvelles technologies. On le sait, cette espèce
conflit qu'il y a entre la lenteur nécessaire de cette médecine particulière et la rapidité qui ne cesse de s'installer dans la technologie permet. Donc, encore un très grand merci Isabelle, je vais arrêter là, juste quelques mots d'introduction et j'aurai le plaisir d'allumer la première table ronde avec voilà, deux narrativologues. On va leur demander eux-mêmes comment ils se décrivent. Alors juste puis peut-être quelques mots pour dire oui, il nous semblait important de nous interroger sur cette question de la temporalité en soins dans le cadre de la fin de vie, aussi bien dans le cadre des soins palliatifs, hein, c'est ce qu'on entendra ce matin, dans le cadre de la première table ronde, et de façon plus générale en fait dans le cadre de la fin de vie, puisque en fait on voit combien la question de la temporalité est complexe à cette période-là. On va voir toutes ces temporalités qui se nouent à ce moment précis. Moi je voudrais juste évoquer cette question de la narrativité avec vous, et cette question de la narrativité en fin de vie qui me semble d'une part nous proposer une voie pour explorer cette complexité des temps en fin de vie, mais qui me semble aussi un processus particulièrement bénéfique dans le sens où la narrativité permet de maintenir une réflexion en mouvement, une réflexion en cours. Et ce point-là me semble absolument essentiel dans le contexte qui est le nôtre, dans une actualité qui met au premier plan cette question d'une législation sur cette période-là. Et je voudrais juste évoquer avec vous l'intervention de Lionel Nakache la semaine dernière dans une toute petite chronique sur France Culture dans laquelle il évoquait en fait combien cette période portait des pressions normatives. Et je pense qu'effectivement, nous travaillons ces questions-là, qui sont lourdes de sens, mais habitées par des représentations qui impliquent une pression normative. Et l'enjeu peut-être de la narrativité en première personne, ça peut être aussi, par le biais de la réflexivité, de désamorcer en fait ces pressions normatives. Voilà. Je n'irai pas plus loin, on ouvre la discussion. Vous avez remarqué à travers le programme qu'on allait davantage travailler à partir de débats, de discussions ouvertes, beaucoup de tables rondes, et puis aussi l'importance d'une inter et d'une transdisciplinarité, puisque on est combien autour de cette table, tu l'as évoqué, des kinés, mais aussi des infirmières, mais aussi des médecins, mais aussi des écrivains. Voilà, et des art-thérapeutes, des anthropologues, donc une riche discussion qui s'ouvre pour aborder ce thème qui est quand même très victorien. Tu l'as abordé à la fois sur la question de la vie jusqu'à la mort, du temps et du récit, et de l'identité narrative. Avec juste une petite chose que je voulais rajouter, puisqu'on a notre chargée de mission d'ERENA, donc je représente aussi l'ERENA Site Bordeaux, et effectivement, je dirais juste deux mots. Je ne l'ai pas recontextualisé, j'étais censée recontextualiser aussi ce colloque, donc dans le cadre évidemment de tous les débats qui ont eu autour de la fin de vie et autour de la très certaine législation d'une aide active à mourir, puisque le projet de loi a été remis au président, qui semble attendre un petit peu, mais qui normalement préférera peut-être le suicide assisté, mais avec tous les amendements à l'Assemblée qui est très fortement en faveur de l'euthanasie, et des fortes pressions autour de l'euthanasie avec le suicide assisté. Voilà, il y a de fortes chances que ce soit légalisé, ce qui sera pour le meilleur pour certains, et pour une grande difficulté pour certains soignants. Les pressions normatives seront des pressions sur le monde des soins palliatifs, ça l'est déjà. Puisque Agnès Firmin-Lebaudot nous a dit lors de différents colloques de soins palliatifs auxquels elle a assisté qu'il fallait bien qu'on s'y fasse et qu'il faudrait qu'on s'y fasse. Et il y a cette pression autour de dire que l'aide active à mourir est un soin, c'est une continuité entre l'accompagnement et la mort donnée. Donc ça sera peut-être, dans cette journée, ça apparaîtra de différentes façons, je pense, puisqu'il y a une histoire autour de quelqu'un qui a vécu comme ça un accompagnement d'une personne pour une aide active à mourir, et dont la récithérapie, si je peux m'exprimer comme ça, a permis, mais je ne vais pas dire des choses
possible pendant cette journée. Voilà, je voulais juste rajouter ça, c'était des questions effectivement que je contextualise.